Salut à vous, chers auditeurs. Ben voilà, après avoir parlé sur notre chaîne avec Artopolis sur le film de Fableman que je vous invite à aller écouter, et d'ailleurs je vous mettrai les liens dans la description du podcast, et ben je l'ai invité moi-même sur ma chaîne pour justement parler d'un autre film qui parle aussi cinéma, qui est le film Babylone de Damien Chazelle. Salut Arto, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Merci pour l'invitation et pour la proposition de ce projet. Donc c'est cool. Avec grand plaisir, ben, je t'ai invité parce que tout simplement, tu fais partie de ces youtubeurs qui fait aussi des courts-métrages. Donc tu es aussi un fabricant de films. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant d'en parler avec toi justement de ces films-là, parce que ben, ça parle aussi de ça, hein. C'est pas seulement aussi de l'histoire, mais c'est aussi avec l'évolution de la fabrication de films, et que c'est vrai qu'on voit depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui qu'il a tellement changé. Et de ça, on va en parler. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis, bah voilà, on va commencer à parler du film Babylone. Alors, Babylone, c'est quand même très différent de The Fableman. C'est vraiment l'histoire du cinéma elle-même. C'est-à-dire en partant du film muet dans les années 1920, mais aussi avec toute l'histoire politique qui se passe derrière, et aussi avec l'histoire de l'évolution du matériel. On passe de la bobine, comme aussi à l'évolution des machines, comme on voit avec l'arrivée du micro, quand on s'aperçoit que les acteurs qui jouaient dans les films muets n'étaient pas spécialement faits pour le cinéma parlant. Ça, on va y revenir, parce que je trouve que c'est très fort justement de l'avoir montré. Et puis, ouais, le côté aussi politique, comment la censure commence à apparaître, comment des personnes pouvaient avoir des rôles, mais que du jour au lendemain, on les a écartés parce qu'ils n'étaient pas assez représentatifs de la société américaine. Ils étaient trop... ils faisaient partie des ethnies qui intéressaient moins les gens, qui n'en voulaient plus au cinéma. Et donc, du coup, on voit aussi cet écartement. Et c'est vrai que moi, j'avoue, j'ai une préférence pour Babylone, parce que, en fait, là où on est dans une ère de cahier de charges, moi, ce que j'aime bien, c'est que Damien Chazelle, il s'en sert, mais il va te le renvoyer dans la tronche. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé par rapport à ça. Mais du coup, toi, Artopolis, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Babylone de Damien Chazelle? Alors c'est intéressant que tu dises justement que c'est, contrairement à The Fabelmans, l'histoire du cinéma dans quelque sorte, puisqu'effectivement c'est un point de vue plus large, donc qui aurait ébayé à une autre façon de parler de ça. Et c'est un des premiers points qui font que le film m'a un peu gêné et m'a déplu. Parce qu'en fait, Chazelle voilà, part d'un principe qui est de retracer l'histoire du cinéma et la transition difficile entre le muet et le parlant. Mhm. Et le problème, déjà, bon, y a un premier truc qui me gêne un peu, c'est qu'il y a un film qu'il a très bien fait, qu'il a fait vraiment de manière admirable, c'est Chantons sous la pluie. Et justement, le film ne cesse de faire des références à Chantons sous la pluie, et au point où il y a carrément des séquences qui sont reproduites du film, notamment, tu sais, la séquence où il se moque de Brad Pitt Oui. qui dit I love you, I love you, I love you. En fait, c'est littéralement, il y a une séquence comme ça, justement, avec la comédienne qui est un peu moquée dans Chantons sous la pluie, qui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et pour revenir sur le film globalement, moi ce qui m'a un peu gêné, justement, c'est un peu un décalque, entre guillemets, parce que c'est pas forcément le cas, mais de Chantons sous la pluie. Et surtout, ce qui m'a un peu posé problème, c'est que, donc il y a une première partie qui est assez... qui, pour moi, n'avait aucun intérêt. Vraiment, la partie de la fête, je la trouve pas très intéressante. Elle est filmée d'une manière un peu trop stylisée. Enfin, je trouve que j'ai du mal avec l'idée que en fait cette scène soit jouissive alors que tout ce qui s'y passe est assez horrible. Et Bah, en c'est fait, fait exprès. il y a... C'est fait de- exprès, c'est justement pour montrer l'excès de ce monde complètement qu'on fantasme, nous, en tant que spectateurs, mais qui en fait n'est pas si bête que ça. Et oui, et c'est là où justement j'entends et c'est là où je vois un souci parce qu'en fait, je ne sais pas, pendant tout le film, je ne sais pas si Chazelle déteste les personnages ou s'il les aime. Je vais m'expliquer. Ouais.
C'est-à-dire que première partie, donc cette première partie de fête, on pourrait presque penser qu'il les déteste, hein, qu'il se moque d'eux, qu'il les trouve navrants, et c'est vrai, hein, parce que moi, j'avoue que dès le début, je les trouve vraiment détestables, ces personnages, parce que quand même, c'est quand même des personnages qui n'en ont rien à foutre de la mort des autres. Ouais. Donc littéralement, le film te dit, le cinéma, parce qu'il y a aussi des séquences de cinéma après, ou de tournage, où on voit quand même littéralement des figurants qui meurent, et c'est une réalité. C'est vrai. Oui, complètement. Qu'on en parle jamais, mais évidemment qu'il y a des figurants qui meurent complètement dans l'anonymat, qu'on ne parle jamais, parce que c'est des passages qu'il faut surtout pas montrer, en fait. Exactement. Et j'ai l'impression que Chazelle, il veut dénoncer ça. Pour autant, après, il te les victimise parce que y a les nouveaux bourgeois qui arrivent et qui veulent empêcher qu'on puisse faire du cinéma comme avant, et qui fait un cinéma plus limité, plus teinté de morale, etc. Puisqu'on a quand même c'est la fameuse période où on a la censure au cinéma qui revient. C'est le début, hein, c'est le début de la censure. C'est ça, hein, oui, c'est le début de la censure d'ailleurs, tu as raison. C'est j'ai plus le nom de ce truc-là, cette liste qui a été mise en place. Je ne sais plus, mais c'est la loi, enfin c'est... Voilà, mais tu vois de quoi je parlais. Et en fait, donc, j'ai un problème avec le film parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais le film fonctionne en miroir. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui se répètent. Notamment la scène, justement, où, avec le caméo de l'acteur de Spider-Man, là, Tobey Maguire, où notre personnage principal, qui est mexicain, va être confronté, en fait, à la débauche qu'il a connue, mais la débauche souterraine, celle qu'on veut cacher. Alors là, il y a un truc intéressant. C'est-à-dire que Chazelle sous-entend que la nouvelle bourgeoisie, celle qui veut contrôler les films, cache un peu la débauche, mais la met de manière souterraine. Elle s'expose plus comme au début, quoi. C'est plus comme avant, tu vois. Et pour autant, je trouve ça vachement étrange. C'est-à-dire que le personnage principal juge, en fait, est terrifié par ce qu'il voit, alors que c'est littéralement ce qu'ils ont fait avant. Donc là, je ne comprends plus trop, en fait, ce que veut faire Chazelle. Est-ce que Chazelle veut faire de ces personnages de cinéma, parce qu'à la fin, il les idéalise quand même avec une séquence finale que j'aime pas beaucoup, cette espèce de montage. Je savais que t'allais pas aimer. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, non, mais je savais. En général, j'ai remarqué qu'en fait, ceux qui ont aimé Jeff Fableman n'ont pas aimé Babylone, donc je m'y attendais. Mais du coup, je vais rebondir sur pas mal de choses, mais c'est pour ça que je voulais en parler avec toi aussi. Mais vas-y. Et donc, pour finir, en fait, ce qui me dérange, c'est-à-dire que je ne sais pas si dans le film, en fait, Chazelle est un gros réac, ou un gars qui aime le cinéma et qui aime le cinéma jusqu'au bout. C'est assez bizarre, en fait, parce que j'arrive pas à comprendre son projet, en fait. Je suis totalement... En fait, il y a des choses que j'aime beaucoup dans le film, c'est-à-dire qu'il y a des scènes, notamment la séquence où tout le tournage pète un câble à cause du son, etc. C'est très bien. C'est une scène que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la séquence, pareil, du tournage au début, dans le désert, avec tout ce bordel. D'ailleurs, moi, je pense vraiment que le film aurait dû commencer sur le moment où, tu sais, où Margot Robbie, elle sort dehors, qu'elle a fini la fête, et qu'on n'a pas besoin forcément d'évoquer la fête. Et en fait... et pour autant, voilà, je suis gêné, bon, déjà par le... Il y a un truc, mais là, c'est purement en rapport avec le film... c'est la gestion des points de vue. Je trouve que ça marche pas trop dans le film, il y a trop de points de vue, et je trouve que c'est mal équilibré, et qu'on se perd de film en film, et que le film est un peu trop long pour pas grand-chose à la fin. Et mon dernier point, c'est cette fin, que je ne comprends pas non plus. C'est cette fin avec l'espèce de mash-up godardien de séquences de films. Et d'ailleurs, c'est quand même assez terrifiant de voir que Chazelle s'inscrit dans l'histoire du cinéma quand il met des séquences de son propre film avec des séquences d'autres films. C'est assez discutable, on va dire. Et ça m'a un peu gêné, tu vois, c'est vraiment un truc... Et ce qui m'a gêné au-delà de ça, parce que ça, bon, c'est pas grave d'être prétentieux, ça arrive, c'est vraiment cette idée de cette séquence, elle sort de nulle part.
Et moi j'ai vraiment du mal parce qu'en fait, pour t'expliquer, c'est-à-dire que je vois pas. En fait, je la vois que comme un trip et je vois pas du tout ce qu'elle fait dans le film parce que ça contredit totalement ce que essaye d'installer dans la deuxième partie Chazelle et ça rejoint la première partie. Donc c'est très bizarre. Je trouve que c'est un film assez bizarre. Assez audacieux sur certains aspects, même si pour le coup il décolle pas trop, et qui malheureusement pâtit totalement de la fameuse fin, où on voit des extraits de Chantons sous la pluie, en fait, bah oui, désolé Chazelle, mais Chantons sous la pluie existe, mon pauvre. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti, quoi. C'était un peu laborieux comme visionnage. Tu vois, moi c'était ça avec The Fabelman, comme quoi c'est vraiment marrant, quoi. C'est marrant. C'est très drôle. Ok. Non, mais après, je suis d'accord. Hein. Pour moi, en fait, la perfection dans un film n'existe pas. Donc, c'est pour ça que j'accepte tout défaut d'un film. Non, moi, au contraire, j'ai beaucoup aimé. Comme j'essaye de dire aussi que moi, quand c'est un chef-d'œuvre, je n'hésite pas à le crier parce que je sais pourquoi c'est un chef-d'œuvre pour moi, parce qu'il répond à ma lecture d'un film. Donc ça, c'est complètement subjectif, c'est mon avis complètement personnel. Mais non, en fait, bah, tu vois, c'est assez marrant parce que toutes les questions que tu poses, finalement, c'est ce qu'il veut raconter, mais que tu n'as peut-être pas bien cerné. En fait, tous les personnages qu'il a créés, ce sont des personnages fictifs, mais qu'il a voulu utiliser pour raconter justement l'histoire du cinéma et tous ses excès. Et c'est vrai que nous, on a tendance tellement à croire que c'est le meilleur du monde, ou enfin que c'est magnifique, etc. En fait, on voit pas du tout ce qui se passe derrière, et surtout après les soirées Oscar, etc. Et du coup, je pense que c'est vraiment une description de l'époque, des années 20. Ça se passait vraiment comme ça, jusque dans les années 30-40. Nous, on n'a pas vécu, donc c'est difficile de se l'approprier, effectivement, quand on est simple spectateur et qu'on n'a pas vécu cette époque, mais voilà, pour moi, en fait, toutes les scènes, mais ça, moi, j'ai mis des jours, en fait, avant de comprendre, c'est que chaque scène, en fait, est le fil conducteur de l'histoire personnelle de chaque personnage, et du coup, qui est très différent. Donc, c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est un peu décousu. Par contre, voilà, moi, j'adorais dès la première scène, en fait, où avec cet éléphant qui pète un câble sur la colline. Ben ça, c'est pour dire, en fait, c'est la journée de merde qui commence. Et effectivement, après, quand tu vas arriver dans la fête, ben, en fait, tu vas t'apercevoir qu'il y a énormément de choses mal qui se passent, comme cette fille qui meurt par une overdose, et qu'il faut de suite la remplacer pour le tournage qui commence le lendemain. Et après, on arrive sur le plateau de tournage, et qu'en fait, il arrive que des caisses, enfin, entre la caméra qui se casse pendant un tournage, parce qu'il y a eu des figurants qui ont tellement couru de partout, qu'ils n'ont pas fait attention au matériel, et qu'il fallait en chercher une, et qu'en plus, il y a tellement de films tournés le même jour, que du coup, il faut trouver la solution pour trouver une caméra, mais ils vont bien sûr la trouver parce que c'est tout de même un film, mais justement, je pense qu'il a voulu un peu se moquer aussi des films comme ça, un peu à l'américaine, où de toute façon, il y a toujours une solution à tout, mais parce que c'est un film, justement. C'est pour ça que il vulgarise un peu, j'ai envie de dire, ces scènes, tu vois, un peu complètement folles, comme lorsqu'il prend l'ambulance pour aller chercher la caméra et après revenir sur le... Enfin, ça, c'est juste pas possible de le faire, quoi. Mais ça, je pense que ça avait complètement la folie du film, la folie de l'époque aussi, et puis aussi, justement, pour démontrer un peu l'ego de certains. Donc, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout, en fait, pour se faire remarquer et pour avoir son premier poste, en fait, après dans l'histoire du cinéma, parce qu'en fait, on va suivre vraiment l'évolution de la carrière de Manuel, moi, que je trouve absolument magnifique, mais il ne parle de rien. Donc après, il va monter petit à petit les échelons, et du coup, voilà, même lui... il va finir par entrer dans la bourgeoisie aussi, quelque chose qui rejette profondément. Alors c'est vrai qu'il y a quelques passages qui sont vulgaires. Hein. Moi, c'est vrai que par exemple, quand le personnage de Margot Robbie va à ce repas-là et qu'elle vomit, ça c'est clair, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. On a compris qu'elle n'aimait pas, qu'elle se sentait mal à l'aise dans ce monde. Donc vraiment, vomir au pied des gens, tu n'avais peut-être pas besoin de le faire. Donc ça, c'est vrai que c'est plus
une scène malaisante, on va dire, mais je pense qu'il a voulu le faire quand même pour justement nous rendre mal à l'aise, et je pense que c'est là où il a réussi, quoi. C'est vraiment montrer les excès de cet univers, de ce monde, et l'excès des gens aussi, comment ils maltraitent en fait les gens, et surtout quand tu ne fais pas partie de la même classe sociale qu'eux. Et c'est pour ça qu'il prend plusieurs personnages différents, où il y a l'acteur qui est vraiment déjà installé, comme l'acteur de Brad Pitt, qui est même sur sa fin de carrière, surtout quand le cinéma parlant justement va arriver, où là il va s'apercevoir que c'est complètement autre chose et que c'est pas lui, enfin il peut pas, quoi, et comme Margot Robbie d'ailleurs, qui va pas vraiment réussir par la suite, parce que c'est vraiment plus quelqu'un qui a un charisme, et qu'en fait le cinéma muet aimait mettre en valeur à travers ses films, etc. Donc c'est toute une critique, je pense, qu'il a fait exprès, parce que c'est son métier à lui aussi en tant que réalisateur, donc je pense qu'il doit voir aussi des choses, et qu'il a voulu, je pense, en mettre aussi à travers ce film. Donc je pense que c'est vraiment plus une critique sur l'ancien système d'Hollywood, mais aussi celui d'aujourd'hui, qui essaye de remonter la pente avec tous les problèmes qu'il y a eu, à la fois par l'ère MeToo, voilà, qui a dénoncé les agressions sexuelles dans ce milieu-là. Après, il y a eu le Covid, etc. Donc il y a tout ça aussi qui joue, et qu'on s'aperçoit, ça en fait c'est fini, c'est derrière nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs, Damien Chazelle, c'est vrai, bon, il est un peu jeune, c'est vrai, pour se la raconter comme ça dans un film comme ça qui raconte une histoire, ça je peux comprendre, ça puisse gêner, mais regarde Quentin Tarantino, quand il parle de cinéma, à chaque fois il est dans son c'était mieux avant, alors qu'il n'a pas l'âge de Scorsese ou de Spielberg, quoi. Il y a... voilà, tu vois, ouais, vas-y. On va en parler de Tarantino, puisqu'en fait, je trouve que le film a les mêmes problèmes que le cinéma de Tarantino, en fait, globalement. Ouais. C'est ça qui est assez marrant. Tu vois, en temps, je n'avais pas ressenti dans Once Upon a Time in Hollywood, je n'avais pas réussi à ressentir ce temps qui passe. Tu sais, comme, voilà, quand il se balade en voiture dans tout Hollywood pour montrer, enfin Los Angeles plutôt, pour montrer un peu l'évolution et l'histoire de ce cinéma-là. Mais autant, justement, dans ce Babylone, je l'ai plus ressenti grâce, justement, quand il montre, en fait, le côté d'évolution du matériel. Tu vois, on parle de la pellicule, donc ce cinéma muet avec tous ces musiciens pour faire vivre le film qui vient sur les plateaux de tournage et qu'on les voit jouer, ça j'adore ces scènes-là. Ensuite, du coup, le personnage de Margot Robbie qui fait son premier film parlant et qui voit qu'elle galère parce qu'elle n'a jamais fait, etc. Donc on la ressent en fait l'évolution du matériel et qui fait partie en fait de l'histoire du cinéma. Ouais, en fait, je trouve que c'est très intéressant ce que tu soulèves, parce qu'effectivement, dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses qui me gênent, et je trouve que le film marche pas là-dessus. C'est-à-dire que lorsque je parlais du fait que je ne sais pas quel est le positionnement de Chazelle sur ses personnages, c'est parce qu'en fait, Chazelle, bon, déjà, il y a un premier truc. Le film souffre un peu des mêmes problèmes que le cinéma de Tarantino. J'ai beau aimer Tarantino sur certains aspects, c'est pas un cinéaste qui compte pour moi à cause d'un seul truc, c'est que Tarantino, on a l'impression que il filme les choses sans se rendre compte de l'impact de ce qu'il filme, en fait. Et il est constamment coincé dans une espèce de bulle ou de limite, qui est celle de jouer entre la tragédie et la comédie, de faire de la tragicomédie. Et je trouve que ça marche parfois chez Tarantino, ça ne marche pas toujours. Et Babylone souffre de cet aspect-là, c'est-à-dire que il y a effectivement le film de Chazelle est constamment sous coke, entre guillemets, parce qu'il y a cette espèce d'impression de folie générale qui ressort. Mais est-ce qu'on peut tout sacrifier pour la folie ? Je ne suis pas sûr. Il y en a qui sont prêts à tout, justement, ceux qui ont de l'ego. Moi, je pense par exemple à mon acteur que j'aimais beaucoup dans ma jeunesse, mais que j'aime beaucoup moins aujourd'hui, seulement à cause de son ego qui m'exaspère, par exemple DiCaprio. Il y a quand même des acteurs qui sont prêts à tout pour se mettre en avant, prendre la place de l'autre. Non, c'est des crocodiles, en fait, comme on dit dans ce métier-là. Il y a un peu ça. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu démontrer. Alors c'est vrai que oui, on peut remettre
en cause de son jeune âge, parce qu'en plus, lui, c'est pas un fils d'eux, contrairement à d'autres. Donc, mais il a fait quand même une école de cinéma, donc aussi, je pense que c'est par rapport à ce qu'il a appris dans son école qu'il a voulu remettre aussi en avant ce passé du cinéma, et qu'il comprenait. Et je pense que, mine de rien, tu sais, justement, j'en parlais avec David Fontessa, c'est qu'on ressent beaucoup cette génération de réalisateurs qui se creusent de plus en plus. On sent vraiment que les vieux, en fait, sont rejetés de la génération d'aujourd'hui, de cinéastes, et du coup, qui n'arrivent plus à s'accorder. Et du coup, ben, effectivement, les cinéastes les plus anciens se posent la question sur leur sens du cinéma. Est-ce que ça a encore un sens? Est-ce que ça touche encore leur cinéma? Et je trouve, justement, vu par un jeune comme Damien Chazelle, avec la fin du film, moi, j'ai trouvé ça très beau, parce qu'en fait, tu dois te la poser toujours, cette question. Mais est-ce que ça joue aussi à toi sur ton côté artistique? Et c'est vrai que pour moi, Damien Chazelle, il fait partie, comme Xavier Dolan, le réalisateur québécois, et qui font partie de ces artistes précoces, qui ont un certain génie, mais qui ne sont pas forcément acceptés par leur vivant, parce qu'on trouve ça trop excessif, trop dans le trop, quoi, en fait. Alors qu'ils sont jeunes, et pourtant, tu peux être jeune et avoir du talent. Tu vois, comme Mozart, qui avait 5 ans et qui avait déjà écrit sa partition. Oui, alors, en fait, voilà, bah, déjà, il y a un autre des aspects du problème du film, c'est-à-dire que c'est un film qui est constamment dans la recherche de performance. Ça, c'est Damien Chazelle, hein, quand tu vois First Man, le perfectionnisme de son film, ou quand tu vois Louis Armstrong monter, justement poser le pied sur la Lune, il n'y a pas de musique, parce qu'il a compris que sur la Lune, il n'y a pas de musique. Moi, je trouve que c'est en contraire, c'est un très bon technicien de son. Ça aussi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu une telle prouesse technique de son. Voilà quoi. Enfin, mais ça, c'est lui qui est comme ça. C'est vraiment quelqu'un de précoce, en fait. Mais alors, ça, je suis d'accord là-dessus, mais le problème, c'est pas... en fait, dans First Man, qui est vraiment mon film préféré de Chazelle, je trouve que la technique, la course au meilleur, c'est-à-dire la performance artistique, même plutôt technique, là, pour le coup, elle n'emporte jamais sur la dramaturgie. Et moi, je trouve vraiment que... Et là, pour le coup... mais là, c'est plus cinéaste qui parle, quoique peut-être aussi le spectateur. Je trouve que dans Babylone, le film est totalement écrasé par ses performances techniques, qui à un moment devient tellement écrasante qu'on en oublie la dramaturgie et l'émotion. C'est vraiment un truc qui m'a constamment gêné. C'est pour ça que je parlais du fait que c'était pas la question n'était même pas si Chazelle est prêt à tout sacrifier pour la folie. C'est vraiment le film. Et c'est par rapport à la thématique. On a quand même vraiment un portrait de gens qui ont tué d'autres personnes pour le cinéma. Voilà. Il y a des gens qui étaient... D'ailleurs, souvent, à première vue, c'était des immigrés dans la séquence, je crois, si je me souviens bien. Et qui meurent comme ça. On parle de l'histoire de la drogue, là, mais ça, c'est le personnage non non, du tournage, en fait. Vraiment du tournage après la fête. Dans ce tournage-là, on voit vraiment les figurants qui meurent, quoi. Ah oui, littéralement. Ça, donc, on a vraiment des vrais morts. Oui, ça c'est des accidents de tournage, en fait. Hein. Oui, voilà. Et ça, je suis un peu embêté par le traitement qu'en fait Chazelle, parce que on a l'impression qu'il veut le dénoncer, et pour autant, à la fin, bah non, mais c'est pour l'art, vous inquiétez pas. Et je trouve que c'est le très problème, gênant, en fait. c'est que c'est un peu ça. Hein. Moi, oui. Il y en a, ils ne sont pas touchés par ça. Hein. Pour eux, il y a certains réalisateurs, il faut passer à la scène suivante, quoi. Parce qu'il y a le temps qui passe, et il y a l'argent aussi qui passe, qui compte. Parce que le temps est très limité pour faire un film. Donc à ça, je pense que c'est plus une dénonciation, ouais. Ça, je suis en train... Oui, mais justement, je ressens pas du tout comme une dénonciation dans le film, en fait. Je ressens plus comme... c'est comme ça, et tant pis. Et ça me gêne, parce qu'en fait... Mais ça, c'est l'humain. Hein. L'humain, il est comme ça aussi. Hein. Enfin, quand ça n'arrive pas... Non, mais ce que je comprends... En fait, non, mais ce qui me gêne, c'est que, en fait, j'ai l'impression que le film se prend trop au sérieux. Alors qu'à côté, t'as une espèce de volonté de faire un film à la cool, à la Tarantino, où on s'amuse.
Et ça casse totalement la dramaturgie du film, qui est quand même de nous montrer aussi les bas-fonds et l'horreur de ce qu'il y a derrière, quoi. Parce que, à quel point tout ça, c'est diabolique, et qu'il y a quelque chose qui est vraiment gênant, et relève de la gêne. C'est-à-dire qu'en fait, Chazelle n'est pas quelqu'un qui se pose de questions. Et ça me gêne. C'est-à-dire qu'il a... J'ai l'impression qu'il a un propos, quand même, qu'il a envie de... Mais c'est raconter son histoire, son propos, en fait. Hein. C'est raconter l'histoire de ses personnages. Je suis d'accord, mais il y a quand même un point de vue qui est là. Et ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression que le point de vue, il va jamais très loin. C'est-à-dire que, en fait, c'est pour ça que je te disais au début, je ne sais même pas si en fait, Chazelle est conservateur, un peu nostalgique ou quoi que ce soit, ou si, en fait, il condamne ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à le savoir. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il s'en fiche un peu, et ça me gêne. Je pense que justement, il le condamne parce que il joue sur des petits détails. Je sais pas si tu te rappelles, justement. Oui, mais tu trouves pas qu'il dédramatise un peu trop? Ben, non, parce que c'est l'humain. Enfin, tu vois, ça, c'est justement la sensibilité de l'humain. C'est-à-dire, enfin, moi, c'est parce que j'ai du vécu par rapport à ça. Il y en a qui s'en foutent royalement de ce que tu vis. Et ça, je pense que ce qu'ils veulent nous démontrer, justement, et surtout dans ce monde-là où c'est justement un monde d'apparence. Bon, on doit être toujours parfait, justement, dans l'apparence. Et qu'en fait, par ailleurs, oui, il y en a certains, c'est des vrais enfoirés, mais il ne faut pas le dire, quoi. Ah mais attends, j'ai peut-être mal à expliquer. En fait, là pour le coup, c'est vraiment lié au film et pas à la thématique en tant que telle. C'est vraiment son traitement qui me gêne. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, Chazelle, il est tiraillé entre son amour pour le passé et son envie de dénoncer, en fait. Il faut pas oublier que le film, en fait, est adapté d'un livre qui existe, qui s'appelle Hollywood Babylon, de Kenneth Anger, qui est un livre qui mettait en avant justement toutes les orgies, tous les trucs qui se passaient, machin, donc qui montrait factuellement ce qui se passait. Et là où je suis très embêté par le film, c'est que le film ne cesse d'avoir un point de vue plus global, presque omniscient, donc un peu avec du recul, sauf que je suis un peu gêné par la démarche de Chazelle, qui est d'à chaque fois ramener sa vision du truc, en fait, sa vision, mais tout en dédramatisant constamment ce qui se passe. C'est-à-dire que même la séquence qui se passe dans les espèces de donjons SM et les trucs comme ça, souterrains, c'est dédramatisé, ça devient drôle, ça devient un truc de Tarantino un peu, avec une poursuite et du sang, machin. Du coup, Spielberg, il fait pareil dans The Fableman. Hein. Il va jamais au bout du côté dramatique. Quand même, si, un peu plus. Parce que... Enfin, après c'est plus intimiste dans le film de Spielberg. Comment dire? Par exemple, quand il y a toute la question de la perte de la mère de la mère de Spielberg qui décède, il y a vraiment... C'est dramaturgique, on n'y revient jamais on ne revient jamais en arrière là-dessus, c'est un truc qui va rester, quoi. Ce qui me gêne en fait dans Babylone, c'est que y a plein d'éléments qui sont évoqués, mais qui sont traités par-dessus la jambe et qui sont totalement oubliés. C'est-à-dire que par exemple, toute la question du figurant qui meurt, ça revient pas. Ça ne sert pas de contre-champ dans le sens où ça devient pas un argument contre ces cinéastes du passé qui n'en avaient rien à faire des vies humaines. Et en fait, on oublie que c'était important. Et c'est remplacé ça par le fait qu'il y a la nouvelle bourgeoisie qui arrive, qui impose son... Et en fait, c'est vraiment très bizarre parce que je ne sais pas si Chazelle mesure l'importance de son sujet. Et ça, c'est un peu gênant. C'est-à-dire qu'il en fait plus une espèce de farce un peu drôle. Et moi, ça m'empêche d'être touché par le film, en fait. Ça m'empêche de comprendre déjà ce qu'il veut dire sur le monde du cinéma. Et ça m'empêche aussi de mesurer toute la teneur de ce qui est montré au début, quoi. Alors que je n'ai pas lu le livre, là pour le coup, c'est vraiment moi qui spécule. Mais le livre Hollywood Babylon, il me semble, si j'ai bien compris, que c'est un livre quand même qui a eu un retentissement très important à Hollywood, au point où ça a mis
en exergue des choses qui n'étaient pas dites. Là, j'ai pas l'impression que Babylone révèle quelque chose, en fait. Ah ben oui, mais je pense pas qu'il soit là pour révéler quelque chose. Je pense qu'il est tout simplement là pour raconter l'histoire, enfin une partie de l'histoire. On dit l'histoire avec avantage, mais c'est une partie de l'histoire du cinéma. Et justement, avec tout ce côté aussi conflit générationnel, justement, quand le personnage Manuel, qui arrive enfin à monter et qu'en fait, ce qui était ces personnes qui l'aimaient voir ou tourner sont devenues aujourd'hui ses collègues, que c'est à lui de trouver des rôles pour qu'on continue leur carrière. Justement, c'est le côté génération, ça, c'est comment le système peut changer parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, comme aujourd'hui, et comme on disait tout à l'heure, avec les films de super-héros, que les plus anciens réalisateurs ne supportent pas du tout parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette culture-là. Et ça, je pense que c'est ce qu'il veut raconter dans son film. Mais ça, après, je pense que c'est une question de subjectivité, là. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais ce qui m'a gêné, en fait, voilà, c'est que l'émotion... c'est sa mise en scène, en fait. C'est sa mise en scène, surtout. Ouais, mais non, mais c'est totalement une question de mise en scène. En fait, de toute façon, c'est toujours une question de mise en scène dans un film. C'est que, en fait, ce qui peut être gênant avec le film, c'est que, justement, il est tellement dans cette espèce de surenchère qu'il en oublie son sujet. Ouais. Et comme Tarantino, c'est le même problème qu'avec Tarantino. Tarantino, par exemple, quand il parle de la traite des Noirs, il en fait quelque chose de cool. Ah mais oui, mais ça c'est sa signature, hein. C'est comme ça qu'il... Bah oui, mais ça peut être un problème, en fait. Ah ben oui. Parce que, en fait, mais quand moi, j'ai mon problème avec Steven Spielberg quand il raconte ses films politiques, où je te parlais de côté illusion, et que pour moi, on ne doit pas se servir de l'illusion pour raconter des faits réels. Hein. Bah justement, c'est un petit peu ce que fait Babylone. Bah, pas vraiment, parce que ces personnages sont fictifs. Ça serait utiliser des vrais personnages... Hein. Là, oui, mais tous ces personnages... Oui, mais bon, c'est quand même confronté à une certaine réalité. Disons que Chantons sous la pluie, c'est un film qui a existé, il y a des acteurs qui sont évoqués qui ont existé. Mais ça, c'est le référencement. Ça, c'est des films... Donc, on peut pas totalement le mettre en dehors de la réalité, et c'est ça qui est très embêtant dans le film. C'est-à-dire que, en fait... Du coup, tu peux dire la même chose avec Once Upon a Time in Hollywood, quand Tarantino... Ouais, il y a exactement le même problème, C'est pas ce que tu disais avant, hein. Je te rappelle, pour toi, tu l'aimais beaucoup avant. Ouais. Ben non, mais justement, en fait, récemment, je me suis... vu que je m'intéresse de plus en plus à la question du militantisme dans les films et de la représentation, je trouve que Tarantino, en fait... j'aime beaucoup le film encore, hein. J'ai juste un problème qui est d'ailleurs beaucoup plus présent dans Babylone, qui est un peu amplifié. C'est-à-dire qu'à la fin... j'ai quand même l'impression que, littéralement, le propos du film, c'est que c'était mieux avant. Et c'est un film totalement conservateur. Et on l'oublie, on ne le dit pas, parce qu'en fait, ce que fait Tarantino, et qui est un peu gênant, c'est d'agiter une espèce de carotte, qui est la nostalgie, qui permet... qui en fait... et ça a toujours été ça, Tarantino, c'est-à-dire que la référence chez Tarantino, c'est un truc attractif, mais le propos, on s'en fout. Et ça me gêne. Parce que dans Babylone, il y a ça, c'est un film sur le monde du cinéma, et donc c'est ultra référencé, et on oublie la brutalité qu'il y a derrière, si tu veux. C'est toute la brutalité qui est montrée, qui est là pourtant. Ouais. Ah, mais moi, ça, je t'avais toujours... Enfin, je le disais depuis le début, avec Once Upon a Time in Hollywood, même si je l'appréciais... Je l'ai appris à apprécier en le regardant, mais au début, justement, il me gênait beaucoup par rapport à ça, mais... On est d'accord qu'il y a un problème par rapport à ça. Ouais, mais comme dans son film Django, que j'aime pas du tout, par exemple, mais ça, je pense que c'est parce que c'est sa signature, et que, c'est son point de vue à lui, en fait, qu'il a envie, effectivement, comme tu dis, de dédramatiser, en fait, tous ces problèmes-là, et c'est vrai que ça, bon, c'est... Et là, la question qui me vient, et qui peut être un peu, qui est profondément préoccupante, vu qu'ils dédramatisent autant ces sujets-là, est-ce que ce sont des sujets qui les intéressent vraiment ? Alors, après, moi, je te dirais, alors comme j'ai posé la question à Ju, parce que c'est vrai qu'on trouvait qu'il y avait des scènes longues, mais que du coup, qu'on pouvait les enlever parce que du coup, elles n'avaient pas trop d'intérêt. Et du coup, je me demande si justement s'il n'a pas souffert de cut, comme le film justement de Once Upon a Time in Hollywood, et qui du coup, il y a des scènes qu'il a coupées et qui en fait sera le fil conducteur de ces scènes-là. Moi, je me suis plutôt dit ça à la fin. Mais comme c'est déjà un film de 3h10,
Tu vois, il n'allait pas faire un film de 4 heures, quoi. Moi, je Enfin, pense pas que ça soit lié à des cuts. Je pense que c'est vraiment lié à la question de. En fait. Mais là, encore dans Once Upon a Time, c'est celui qui souffre un petit peu le moins des écueils qu'on peut faire au cinéma de Tarantino. C'est-à-dire que là, pour une fois, il y a quand même. Il assume totalement le fait que tout ce qui l'intéresse, c'est le cinéma et rien d'autre. Et donc, c'est du cinéma un peu auto-centré, et c'est vrai. Ça a toujours été le cas. Et ce qui me gêne dans Babylone, c'est-à-dire que. Il y a cette idée on te balance, voilà, des choses qui se passent, comme cette violence, la mort qui est constamment présente, l'aspect presque mafieux du cinéma aussi. je pense que ça a vraiment existé, hein, nous, c'est parce qu'on... Non, mais ça existe. Mais non, mais je remets pas en question l'existence, pas du tout. Mais ce qui me gêne avec Chazelle, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a un peu rien à faire. Ah ouais, je comprends. Ah ouais. Et la preuve avec cette fin, en fait. Parce que le mash-up d'images à la fin, tout ça pour l'amour du cinéma, quoi. C'est littéralement... Alors, soit, et j'en suis pas trop sûr de ça, soit Chazelle est un énorme cynique qui déteste le cinéma, mais je suis pas sûr. Non, c'est plutôt l'inverse, mais par contre, il a un ego, hein. Moi, j'ai écouté ses... Eh oui, et c'est super gênant. Ouais, j'ai écouté pendant le confinement ses commentaires audio de ses films. Il a un ego, hein. Il sait exactement où il va. Il n'hésite pas à couper du sang quand ça ne lui va pas sur le film. Et ça, il le dit très, très clairement dans ses commentaires audio. Hein, et qu'après, il y a justement l'artiste qui vient lui faire une scène de cinéma. Comment ça, t'as coupé ma musique et tout, pourquoi je l'ai fait? Et ça, je pense que justement, c'est un peu comme Tarantino dans ses films, c'est qu'ils montrent justement leur personnalité aussi à travers leurs films. Et ça, par contre, oui, c'est à nous, en tant que spectateurs, de l'accepter ou pas. Moi, c'est surtout ça, je pense. Oui, comme le fameux contrat qu'on passe avec un cinéaste quand on regarde un film. Mais ce qui me gêne, en fait, dans le film, c'est-à-dire que, tu vois, je te parle de l'amour du cinéma, mais en fait, est-ce qu'on a envie d'y croire à cet amour du cinéma après, si on se concentre sur la toute première partie du film? Vraiment. Est-ce qu'on a envie de sauver ces personnages et de les aimer? C'est là où peut-être tu vois dans Once Upon a Time in Hollywood, qui est un petit peu le même sujet, il a un petit peu la même manière de faire, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que dans le film de Tarantino, il y a la même idée, on les aime ces personnages qu'on nous montre. Et ce que fait Tarantino, c'est qu'il montre pas les aspérités des personnages qu'il filme. Il montre pas les défauts, il montre pas l'actrice Sharon Tate. On ne voit pas ses défauts, il filme pas, il les filme juste comme des personnages de cinéma qui sont importants, qu'il aime filmer et qui auraient dû être sauvés. Le problème, c'est que dans Babylone, moi, j'ai pas envie d'aimer, même le personnage principal, j'ai pas envie de l'apprécier. Bah, en fait, je pense que ça, Chazelle, il s'en fout, hein, que tu apprécies ou pas ces personnages. Lui, ce qu'il veut, c'est raconter son histoire, en fait. Ouais, mais ça, je suis pas trop d'accord, parce que j'ai l'impression qu'il a envie qu'on les aime. Ah, je sais pas, non. Et moi, j'ai l'impression vraiment qu'il veut nous faire rentrer au forceps. Et d'ailleurs, c'est la preuve, parce que ces personnages-là, il est même prêt à les changer, en fait. Bah, ça, c'est le métier. Enfin, je veux dire, quand tu regardes les acteurs aujourd'hui, ils ont à peine 10 ans de carrière et on les a oubliés. Et on les voit plus tard, 20 ans, 30 ans, dans une série, et ça va remonter leur carrière, et voilà, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, tu vois la fin du film. On a le mec, donc le personnage principal, qui revoit ses amis à travers un film, à travers Chantons sous la pluie. Il revoit donc son passé. Et par contre, on montre pas du tout les images dans cette image de cinéma, on ne voit pas du tout les images des meurtres perpétrés, des morts, tout ça. On voit que le côté un peu positif. Bah oui, parce que justement, c'est notre indifférence justement du spectateur. Et oui, et là il juge le spectateur, mais moi ça par contre ça me dérange absolument pas. Mais je trouve pas qu'il juge le spectateur en fait. Je trouve pas qu'il juge le spectateur, parce que s'il jugeait vraiment le spectateur, il y aurait pas cette espèce de mash-up à la fin. Il y aurait pas cette... Mais en contraire, il se pose la question justement, vu que tout a été fait, qu'est-ce qu'il y a après? Enfin, moi, c'est surtout ça que je vois qu'il se pose comme question. Et c'est un peu ce que se pose aussi comme question Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood. D'accord, mais tu trouves pas que dans Babylone, quand même, le problème, c'est que, en fait, il sacrifie tout ça pour l'amour du cinéma, littéralement.
Et en fait, je ne sais... Et j'ai incapacité à ce moment-là de décider si en fait le film veut nous faire détester le cinéma ou veut nous faire aimer le cinéma. Non, je pense qu'il veut nous faire détester le système. Là, c'est différent. C'est le système qui veut nous faire détester. Et ça, il a raison, parce que le système, il est pourri. Mais par contre, au contraire, il veut nous remettre en question sur ce qu'on aime encore aujourd'hui au cinéma. Et moi, je dois t'avouer que je m'aperçois que c'est très rare quand j'ai encore un véritable coup de cœur au cinéma. Bah oui, mais attends, alors, si c'est pour nous faire détester le système, donc on est bien d'accord, c'est le système qui vient après le muet, du parlant, où on essaye de... Et puis les morts sur les tournages, etc. Enfin, c'est tout ça. Oui, mais alors ça, mais là, c'est pas le système. Mais là, c'est pas le système, c'est un cinéma hors de contrôle. Oui, mais c'est le système qui le rend comme ça, en fait, qui le rend... Bah, je pense pas, parce que, en fait, et c'est là où c'est le problème du film, c'est-à-dire que toute cette partie où des années folles, où en fait, les réalisateurs semblent libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et après ils sont cons... En fait, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils cautionnent la mort des gens qui meurent, qui meurent pour le cinéma, des gens au début, bah... Mais il y a certains, justement, producteurs, oui, comme le Weinstein, qui ne s'est pas gêné de violer toutes ces femmes et qu'il a... Non, mais attends, moi je parle vraiment du muet de la période avant. Parce que le film, quand même... Mais c'est pour te montrer que ces gens-là existent vraiment. Enfin, il y en a qui n'ont aucune émotion, justement, enfin, qui sont... Je sais bien. Moi, je parle vraiment... ça, je le sais bien, mais je parle vraiment de la question... de la représentation dans le film. Et la manière qu'a le film de représenter l'opposition entre ces deux époques est vraiment bizarre. Parce que je ne sais pas, et c'est ce que je disais depuis tout à l'heure, je ne sais pas, en fait, si Chazelle, il juge les personnages au début, ou s'il les aime. Et c'est vraiment particulier, parce qu'en fait, le film essaye de te faire comprendre que les méchants, c'est ceux qui arrivent après, qui veulent enfermer le cinéma dans des codes qui ne peuvent pas... et donc, en gros, le cinéma est un peu fermé. Oui. Et il est carrément il est carrément fermé. Enfin, c'est comme dit justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage de Brad Pitt quand il dit justement, quand il va régler ses comptes avec la critique de cinéma et qui dit si j'ai voulu être acteur, c'est justement parce que dans ma jeunesse, j'ai jamais pu aller au cinéma parce que c'était trop cher, j'ai jamais pu aller au théâtre et aujourd'hui, enfin, grâce à mon métier, je peux me le permettre. Et ça, c'est une réalité. Et je pense qu'il y a encore des artistes qui font ce métier-là pour faire partie d'une classe sociale qu'ils n'ont jamais pu faire être durant leur jeunesse. Et moi-même, je me suis reconnue dans ce personnage-là, parce qu'effectivement, quand j'étais plus jeune, j'allais pas souvent au cinéma. C'était une exception pour moi, parce que les places étaient déjà trop chères. Et c'est pour ça qu'aussi, ça m'énerve ce côté, quand on dit que les prix des places, c'est hypocrite. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Il y a des gens qui ne peuvent absolument ne pas mettre 10, 11 euros pour un film. Voilà. Et c'est ça aussi qu'il veut raconter. Mais, du coup... Ce personnage de Brad Pitt, en fait, il est détestable pourtant. Enfin, mais oui, mais ça c'est l'ego de tout acteur. Enfin, je veux dire, tout acteur a une espèce d'ego. Oui, mais en fait, c'est bien le problème du film. C'est que en fait, il n'arrive pas à se positionner. Et pourtant, il semble vouloir se positionner. Il n'a pas besoin de se positionner. C'est là où je comprends. Bah, moi, je pense qu'il a besoin. Parce que, en fait, le problème du film, c'est que le film se termine littéralement sur une ode à l'amour du cinéma. Mais comment est-ce que tu peux aimer le cinéma après avoir vu tout ça? Et c'était la question que semblait poser le livre de Anger, justement, où face à un système qui a été totalement perdu, qui a fait n'importe quoi, et qui a fait n'importe quoi avec le cinéma, et qui... D'ailleurs, ça aurait été intéressant aussi que le film pose la question de l'écologie, tout ça, dans les tournages, machin. Bah, on se rend compte quand même que le film... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. J'arrive pas à savoir si je dois aimer le cinéma après avoir vu ce film-là. Parce que, en fait, j'arrive pas à croire, personnellement, à la séquence finale. La séquence finale où il va dans le cinéma et qu'il voit le mash-up. La séquence finale, c'est en fait surtout le Manuel, donc, celui de l'héros principal, qui donc revoit, comme tu dis très bien, ce qu'il a
fait vivre à l'histoire du cinéma et qui se dit en fait aujourd'hui je peux plus réaliser parce qu'en fait je me sens complètement déconnectée de la génération d'aujourd'hui et ça on le ressent comme je te disais tout à l'heure avec les réalisateurs d'aujourd'hui, enfin les plus anciens en tout cas, qui n'arrêtent pas de critiquer voilà, les films de super-héros, etc. Alors qu'on le veuille ou non, ça fait partie de l'histoire de la cinéphilie, ça fait partie... Enfin, chaque cinéphile en fait a son histoire avec le cinéma et personne ne choisit son époque. Et l'acteur, enfin pas l'acteur, mais le réalisateur du coup, Manuel, s'est dit en fait, enfin lui-même, je pense qu'il se demande comment il a fait pour réaliser tout ça. Quand il voit, parce que ça aussi, ça tu ne l'acceptes peut-être pas, mais je pense qu'il faut aussi des années de recul pour comprendre à quoi on a fait partie. Et ça, je pense que justement, c'est toute la question du personnage Manuel. Et ça... Ah non, mais ça, au contraire, si ça, j'accepte totalement la remise en question du film, ce qu'il veut faire. C'est même pas la question du film, Arthur, c'est la question du personnage par rapport à l'histoire, là, avec un grand H du cinéma. C'est qu'il s'aperçoit qu'en fait, mon cinéma, moi, il est terminé et qu'il ne touchera pas les gens d'aujourd'hui parce que ils se rendent pas compte de toute la technologie qu'il y a eu dans le cinéma. Et ça, c'est vrai que quand on l'a pas vécu, c'est comme avec voilà, les plus anciens, avec Jus, où on a connu la cassette vidéo. Enfin, je veux dire, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont directement connectés à un site, ils peuvent lancer le film sur la télé, et point barre, ils ne voient plus en fait tout le métier qu'il y a derrière. Et je pense que ça, c'est une énorme critique par rapport à ça, cette fin. Donc Babylone est un film qui est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un film qui est un film nostalgique, qui ne se pose aucune question sur ce qui s'est passé avant. Et qui pourtant le montre, mais qui n'en fait pas grand-chose, en fait. Mais en fait, ça, je pense que c'est parce que c'est à toi, en tant que spectateur, de se mettre dans la place de Manuel et de se poser cette question-là, en fait. C'est ça. Bah oui, mais Manuel se la pose pas, enfin, jamais il remet en question ses amis. Jamais il remet en question... non, mais parce que... Ça, je pense, parce qu'il s'est pas rendu compte, encore une fois, c'est seulement quand il a changé sa vie avec sa nouvelle femme, déjà qu'il a dû retourner chez lui, et ça c'est encore le racisme ordinaire américain, où on leur dit tu seras mieux que dans un endroit, c'est chez toi, et donc c'est pour ça qu'il retourne au Mexique, après l'histoire du trafic de drogue, et que du coup, il n'a pas pu s'en rendre compte, en fait, de tout ça, et qu'effectivement, il a mis des gens de côté, et qui s'en veut énormément, mais ça, je pense que c'est une question de subjectivité, encore une fois. Mais voilà. Mais après, je respecte tout à fait ton point de vue, mais moi, justement, j'ai ressenti tout ça, quoi. Bah non, mais le problème, c'est que, en fait, le film est inconséquent, quoi. En fait, il est totalement comment dire, prisonnier de ce qu'il dénonce. C'est-à-dire que c'est un film moderne qui n'a aucune conscience de ce qu'il raconte. Contrairement à, par exemple, le film qu'il ne cesse de citer, qui est Chantons sous la pluie. Parce que Chantons sous la pluie, qui est un film, moi, que j'aime beaucoup, est un film qui arrive totalement à dénoncer, à montrer, justement, l'instrumentalisation de l'acteur, et comment en fait on ment, et comment on raconte une histoire, et comment on ment sans forcément partir dans un truc outrancier, de toute façon qui était impossible à l'époque je pense, de la fête au début, mais en fait ce qu'il fait c'est qu'il montre déjà un truc essentiel, c'est le mensonge, et c'est comment comment en fait on objectivise les corps, et comment on objectivise les gens. Et ça, le film de Chazelle, il ne l'arrive jamais à le faire, alors qu'il essaye de le montrer. Et donc c'est pour ça que j'ai eu du mal avec le film, c'est qu'il est tiraillé constamment entre le propos et ses envies de cinéma, ses envies de spectaculaire. C'est un monde tyrannique, hein, le monde artistique. Hein, c'est tous des requins. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le film, il ne sait pas où il va. Ouais, c'est ton ressenti, mais moi, j'ai pas ressenti ça. Mais... Bah, pour t'expliquer pourquoi je ressens ça, c'est parce que tout simplement, à la fin du film, quand j'ai fini, j'ai eu envie de passer à autre chose. Je n'ai rien retenu de ce qu'il m'a raconté. Vraiment. Ouais, mais ça, mais ça, c'est le goût. Ouais, mais ça, c'est le goût de chacun, encore une fois. Hein. Non, mais parce qu'aussi, il faut se poser cette question-là. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette impression-là ? Parce que je trouve que la mise en scène est totalement en inadéquation avec le fond. La mise en scène, elle surplombe totalement le fond. La mise en scène, elle est juste là pour épater les foules. C'est comme la fête au début, c'est épatant, c'est tout, mais ça va pas plus loin que ça.
Et il n'y a jamais une volonté... Et pourtant, le film se prend au sérieux parce qu'il essaye quand même de dire quelque chose du monde du cinéma, mais il n'y arrive pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, et c'est pour ça que pour moi, cette séquence finale, tu vois, du mash-up, c'est un aveu de faiblesse. Parce que il est obligé de passer par cette espèce de truc un peu putassier de montage de film pour te faire ressentir l'émotion du cinéma, c'est trop cool. Mais le problème, c'est que ce qu'on a vu avant, c'était pas cool du tout. Mais ça, parce que Ouais, il c'est... y a un problème. Non, parce que ça, c'est justement la différence entre ceux qui sont dans le système, donc qui voient tous les coulisses de comment ça se passe, donc le personnage manuel, et après, justement, qui veut le confronter au spectateur. Et il s'aperçoit que quand il est dans cette salle, ben, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui ont des émotions, alors qu'il a envie de, je pense, de dire, ouais, mais vous savez pas ce qui se passait, ce qui se passe derrière tous ces films. Bah oui, mais et alors là, pour le coup, vu qu'on parle de spectateur, moi en tant que spectateur, je n'ai absolument pas ressenti ça. J'ai ressenti tout le contraire. J'ai ressenti exactement ce que je peux ressentir devant certains films de Tarantino, c'est-à-dire que on s'est bien amusé et au revoir. Et c'est gênant. C'est super gênant, quoi. Tu peux te dire... et là, c'est pas pour moraliser le film, mais en fait, voilà, le problème, c'est que le film est intéressant pour quelques scénettes, mais le reste, c'est-à-dire que le reste, c'est totalement... Il y a une sorte de... Il est pas... Il est hétérogène, ce film, il est jamais homogène. Il est totalement hétérogène, il n'y a jamais d'osmose, en fait, parce qu'il se contredit tout le temps. Et c'est bizarre, parce que... Non, mais ça, je suis d'accord, mais là, ça entrave un peu la qualité du film, quand même, pour le coup. Et ça l'empêche de dire quelque chose. Je trouve que le film... En fait, je trouve que s'il n'y avait... Remarque, s'il n'y avait peut-être pas eu cette séquence de mash-up à la fin, j'aurais peut-être plus pardonné au film, parce que j'ai l'impression que cette séquence finale, ça le muselle totalement. Littéralement, le film, et là, pour le coup, c'est quelque chose que je ne devrais pas faire d'habitude et qui n'est pas à prendre en compte et qui est littéralement personnel. Mais moi, j'aurais préféré personnellement que le film se termine sur cette séquence où on voit l'actrice disparaître dans l'ombre. Et on sait qu'elle va mourir. Ou, en tout cas, elle disparaît. J'aurais trouvé ça tellement fort que le film se termine là-dessus, et qu'on aurait compris, bah voilà, c'est fini. Et il n'y a pas d'après, et le cinéma, c'est comme ça. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le risque... Et pourquoi j'en viens à avoir cette espèce d'exigence? Parce que bon, un film fait ce qu'il veut, j'ai pas moi à demander à un film de faire ce qu'il a à faire. Mais moi, je trouve que ça aurait mieux marché. Pourquoi? J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, tout ce qui vient après, eh ben ça... On ne sait plus trop où le film va aller. C'est-à-dire que... Et j'ai l'impression que vraiment, cette séquence finale de Mashup, c'est gratuit, quoi, tu vois. J'ai l'impression que ça tombe comme quelque chose que Chazelle s'est dit, merde, mon film, il est en train de tomber... Il est en train de tomber, quoi. Il est en train de Non, s'écraser comme je pense que c'est une comme fin... la structure. Pour moi, je pense que c'est une fin ouverte, justement, où il veut dire, ben, Oui. en fait, non, le cinéma, il continue, on ne sait pas comment, et on ne sait pas... Oui, on ne sait pas comment, et on ne sait pas avec quoi, et on ne sait pas, en fait, quelle prochaine génération de spectacles il y aura, et qu'effectivement, Chazelle, il se pose aussi cette question-là, mais encore une fois, il faut remettre aussi les choses dans son contexte, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 ans de Covid où le métier du cinéma s'est arrêté du jour au lendemain, et il y a beaucoup d'acteurs, de réalisateurs qui, à mon avis, se sont remis beaucoup en question, et que Chazelle a voulu faire justement une ode au cinéma, à son cinéma à lui, justement en faisant son film pour nous dire que non, lui, il a envie d'y croire au cinéma. Attends, il n'avait pas ce projet avant le Covid, par hasard? Parce qu'il me semble qu'il avait annoncé ce projet lorsqu'il faisait First Mais Man. après, il faut le tourner. Il y a la différence entre annoncer le projet Oui, je suis d'accord. qui met énormément de temps à se réaliser, parfois 5 ans, voire même peut-être 10 ans des fois. Et après, tu as le moment où ça tourne. Et tous ont été, bon, 3 ans, 4 ans touchés par le Covid. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu, pardon, qui ont vu leur monde s'écrouler. Et puis en plus aussi par la qualité cinéma qui est quand même pas fameuse aujourd'hui, de voir ce que les gens aiment. J'aime pas juger, mais voilà quoi. Et du coup, je pense que c'est tout ça qu'il a voulu mettre. Et sa fin, en fait, c'est une critique sur ça, effectivement, dans ce système que ces anciens ont construit, mais qu'en fait, c'est pas le sien. Et que lui, il aimerait bien qu'un jour ça pète, je pense, et qu'il y en ait un autre que le système. Je pense que moi, en tout cas, j'ai pris comme ça à la fin.
Ouais, mais c'est particulier parce qu'on a l'impression qu'il est quand même nostalgique d'un système qui est tout aussi critiquable que celui qui est après. Et Mais complètement, mais ça, je veux dire, après, tout le monde est un peu nostalgique, en fait, quand ça fait déjà plusieurs années, parce que nous, pardon, encore une fois, on voit que des films finis. Mais Chazelle, en fait, c'est pas son 4e film, mais c'est son 5e film, parce qu'il avait fait aussi un film pour son école. Donc, du coup, c'est déjà, à mon avis, déjà 20 ans de carrière, et que nous, on a juste vu des films finis, et du coup, il a dû en voir, tu vois, des choses. Et du coup, je pense que c'est... Non, moi, j'ai vraiment vu plutôt une ode, lui, pour nous dire que non, malgré tous les sales coups qui peuvent arriver dans la vie, moi je continuerai parce que le cinéma, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me rend vivant. Et justement, je trouve que c'est un des rares réalisateurs qui a encore du respect pour son public, contrairement à d'autres, je ne citerai pas de nom, mais je trouve que justement, il respecte son public. Alors par contre, encore une fois, il a un ego insupportable, mais quand tu as du talent, moi ça me dérange pas, l'ego, voilà, c'est encore une... Ah bah je sais pas s'il respecte trop son public parce que moi je me suis un peu senti insulté mais bon. Ah non pas moi. Bah, tu vois mais ça c'est une question de goût hein, tout simplement hein, c'est question de goût de ressenti. Mais insulté dans le sens où il fallait qu'il s'oblige en fait à faire ça quoi, à expliquer. En fait je trouve que le film manque cruellement déjà de recul, mais ça c'est un problème voilà comme ça. Mais surtout j'arrive pas à le replacer dans un contexte Covid, parce que même s'il y a cette histoire, oui, le cinéma ne meurt pas, c'est un sujet qui ne cesse de revenir, et si c'est le cas, en plus, il s'est rattaché au Covid, je trouve que c'est extrêmement pas subtil. Bah, c'est pas qu'il s'est rajouté au Covid, mais encore une fois, c'est une question de génération, où il y a ces réalisateurs comme Sam Mendes, même s'ils sont filmés... que j'ai trouvé très moyen, Empire of Light, c'est encore des réalisateurs qui ont 50-60 ans, comme Scorsese, Tarantino, qui sont sans cesse mis en question sur l'avenir du cinéma. Et pour moi, c'est la question qu'il a... Alors oui, c'est peut-être insupportable que ça soit posé par un précoce du cinéma contemporain. Ça, je peux le comprendre totalement, mais je pense que c'est par rapport à ça aussi qu'il a voulu parler, qu'il a fait cette fin. Ah non, ça en tant que tel, ça ne me gêne pas. Le fait qu'il soit un petit génie, entre guillemets, même si je pense que c'est pas trop le cas, du cinéma, ça ne me gêne pas, en fait. C'est pas trop un problème. Le véritable problème, c'est que c'est un film qui, malheureusement, souffre d'un problème assez général que l'on peut retrouver dans beaucoup de films. Même si, pour le coup, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, c'est pas du tout le cas. J'aime beaucoup les décennies qui viennent, là, actuellement, de cinéma, mais cette espèce d'incapacité à avoir du recul sur ce qui est filmé et surtout cette incapacité à faire du sens avec l'image. C'est-à-dire que souvent j'ai l'impression que ce que recherche plus Chazelle, c'est la belle image à la question du sens et de la politique. Je trouve que le film, politiquement, il est dérangeant, quoi. Il pose des problèmes, des problèmes de fond. Oui, mais dérangeant dans le sens où vraiment il y a un problème, quoi. Il y a un problème du film qui ne dit pas grand-chose finalement en fait. Moi, je suis pas d'accord encore. on pourrait durer, ça pourrait durer pendant 3 heures, comme le film. Mais non, je comprends ton point de vue, mais ça, je pense que c'est un point de vue qui t'est propre. Et que moi, j'ai pas ressenti ça, mais encore une fois, comme je disais au début, parce que justement, il répond à ma lecture du cinéma. Et moi, j'aime justement quand les scènes me racontent quelque chose et que ça cache quelque part une métaphore. Et moi, j'ai compris, mais je ne l'ai pas vu tout de suite. Il m'a fallu une semaine d'analyse de toutes les scènes que j'ai pu voir, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est clair que tu en oublies vite certaines. Et que c'est pour ça que je suis allée le voir une deuxième fois, mais ça a été mon erreur, parce que j'avais déjà des scènes préférées dans le film, et que je voulais revoir absolument, dont la fin. Et que moi je l'aime parce qu'il répond à ma lecture en fait de ce que je recherche dans un film. Quand je regarde un cinéma, moi quand la forme justement colle au fond moi que j'aime dans une lecture de film, bon, en fait pour moi c'est pour ça que en fait les chefs-d'œuvre, on parlait de ça avec Nico Ciné, le coup qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre, mais en fait même ça en fait c'est un faux débat parce que
On est tellement tous différents, on a tellement tous notre vécu aussi avec le cinéma, notre histoire dans la vie et comment on rapproche notre vie avec les films qui nous ont touchés. Et c'est pour ça qu'il y a en fait très rarement des mêmes films quand tu demandes à un réalisateur quels sont vos films de tous les temps, ils vont te dire ça, ils vont te dire ci. Et quand tu regardes les listes, il n'y en a en fait pratiquement aucun qui se rejoint parce qu'ils ont tous une histoire avec le cinéma, comme nous on a la nôtre aujourd'hui. Et voilà, et ça tu peux rien, ça c'est un regard qui est propre à chaque fois au spectateur, quoi. Moi je sais pourquoi j'aime Chazelle, je sais que c'est parce que c'est sa manière de raconter des histoires justement qui me parle, qui me touche. Mais comme je sais pourquoi j'aime pas d'autres, parce que je trouve que justement il y a parfois un problème dans la forme, mais qui en fait parfois quand tu regardes justement l'histoire et puis quand tu lis aussi les dialogues, parce que ça des fois on me fait souvent la réflexion, si tu aimes la forme, la photographie, en quoi le reste te dérange. Et je dis très souvent, je lis les dialogues et très souvent quand tu lis les dialogues, ça trahit l'image en fait. Et pour moi par contre, par rapport à ça, dans le film Babylone, ça trahit pas du tout l'histoire. Ah je trouve que... Et ouais, mais comme je te dis depuis le début, c'est chacun son ressenti, oui, sa lecture du film, et j'en cherche pas à en faire une vérité, c'est juste que... Non, mais bien sûr, mais en fait, je trouve que c'est constamment ça, parce que en fait, finalement... Mais c'est ça qui est génial, enfin c'est justement ça qui est génial, c'est que justement on peut en parler pendant des heures, parce qu'on n'a absolument pas la même vision et les mêmes lectures en fait du cinéma. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que politiquement, par exemple, est intéressant, parce que en fait, tu trouves pas que le film a constamment la volonté de passer à autre chose et oublie de marquer, en fait, de prendre au sérieux ce qu'il filme. Non, mais ça, c'est parce que c'est l'histoire avec un grand H qui est comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que la loi est imposée, ça veut dire que surtout, tu peux plus rien y faire. Et tu dois jouer avec les codes, comme il fait justement avec le trompettiste, où il demande de mettre du charbon sur son visage, parce qu'on lui... parce qu'on lui dit que sinon les acteurs, enfin les spectateurs dans le Sud ne vont pas te croire que tu es noir. Enfin voilà, ça montre l'histoire de l'évolution du racisme, avec les Asiatiques aussi qui disparaissent petit à petit des écrans. Et en fait, c'est ça Hollywood. Je veux dire, une fois que la loi est mise en place, ils ne peuvent plus y faire quelque chose et ils doivent jouer avec les codes. Et c'est le gros problème des films d'aujourd'hui, où justement il y a tellement de codes que en fait ça devient insupportable, tu vois, avec ce qu'on appelle le cahier des charges. Et là, c'est exactement l'évolution des cahiers des charges qu'il raconte. D'accord, alors pourquoi est-ce que le film, qui est une ode à la liberté, ne cesse de revenir à ce cahier des charges ? Parce que, encore une fois, c'est la dénonciation de l'évolution du système politique qu'on ne voit pas, mais qu'on le ressent à travers les films. C'est ce qu'on dit à chaque fois quand on regarde des films de blockbuster d'aujourd'hui. On dit, ah ouais, l'histoire est pas mal, mais ça joue encore avec les cahiers des charges. Le nombre de fois où j'entends ça dans les critiques de cinéma, mais c'est impressionnant. Et c'est exactement ce que a vécu le cinéma dans les années 1920, 1930 et 1940, avec cette évolution où on mettait de côté justement ces gens qui ne répondaient plus au public de cette époque-là américain. D'accord, donc en fait Babylone est littéralement un film qui finalement ne fait pas avancer l'histoire, qui reste, et je parle de l'histoire avec un grand H, qui reste en fait dans le système et qui est cynique. Mais parce qu'il est impuissant de le changer. Et ça, c'est tous les réalisateurs. En fait, le film, c'est 3 heures de... Je veux tenter de mettre en place la vérité, mais finalement, bon, je suis comme les autres et... bien sûr. En fait, mais Arthur... Mais c'est un aveu de faiblesse. Non, Arthur, tu verras quand tu rentreras dans le monde professionnel. Tu verras tous les trucs que tu pourras plus dire à travers ton cinéma. Oui, mais c'est comme ça. Et moi-même qui fais de la scène, je peux te dire à quel point la liberté de parole est contrôlée. Et on est contrôlé par où ? Elle est contrôlée déjà par les ateliers d'écriture. Parce que des gens vont commencer à te dire « Ah ouais, non, mais ça, tu peux pas le dire, tu t'imagines, le public va mal le prendre, etc. » Et ça, c'est la même chose dans le cinéma, mon cher Arthur. Oui, mais attends, mais il y a des films qui ont réussi à faire ça. Je comprends pas pourquoi le film s'auto-censure comme ça. Parce qu'ils sont indépendants, parce qu'ils n'ont pas voulu être hollywoodiens.
comme essaye de faire à chaque fois Scorsese, quand il ne veut pas répondre à Hollywood, il essaye désespérément de trouver des boîtes indépendantes pour essayer que ses films puissent réaliser comme lui il le veut. Et ça, malheureusement, c'est pas tous les réalisateurs qui ont ce pouvoir-là. Non, mais et moi, je vais être honnête, je pense que ça n'a rien à voir avec la censure, c'est juste que Chazelle est comme ça. Et qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience politique. C'est tout. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai, parce que le film, quand même, efface quelque chose. Il va pas plus loin, quoi. C'est vraiment dommage. Il aurait pu aller plus loin. Et c'est vraiment gênant, quoi. Il enterre, en fait, il met dans une boîte, littéralement, ce qu'il tente de dénoncer depuis le début. Parce que, pareil, pour la question du racisme, il va pas très loin. En fait, il fait littéralement ce qui a déjà été fait. Il va pas aller vers la... Ça, c'est pas vrai, parce que ça a jamais été... Enfin, ça a été très rarement démontré, justement, que ça soit raconté par les Noirs eux-mêmes, le racisme. C'est-à-dire où il demande à un noir trompettiste de se mettre du charbon pour qu'il ressemble à un noir plus qu'un noir. Ça, je ne l'ai jamais vu dans un autre film. On a demandé à des blancs de se maquiller en noir parce que voilà, les noirs n'avaient plus l'autorisation de tourner dans les années 30. Non, ça c'est la première fois que je le vois. Là par contre je te rejoins pas du tout. Et encore une fois, c'est des artistes qui n'ont aucun pouvoir là-dessus et qui doivent se plier aux règles. Et tu verras, mon cher Dom, moi je le dis encore une fois, tu repenseras quand je te le dirai, quand je te dis ça, c'est que quand tu voudras rentrer dans le monde professionnel, tu n'auras plus la liberté de tout ce que tu voudras faire. Non mais ça j'en ai bien conscience, on est d'accord. Mais le problème c'est que le film se pose comme dénonciateur. Il se donne cette place-là. Il va pas plus loin. C'est ton ressenti encore. C'est le problème. C'est ton ressenti à toi. Oui, non, mais d'accord, mais vraiment, je trouve que c'est un choix que... En fait, c'est pas... Ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est pas une histoire de censure. Le film ne se censure pas, il se censure jamais, puisqu'il va quand même très loin. Il a pas marché aux États-Unis, donc ça démontre quand même que c'est un film qui a pris des risques. Et ben voilà, le problème, c'est que le film n'en prend pas assez, quoi. Ah ben ça, c'est ton... Moi, je pense que ça, c'est ton ressenti vraiment personnel à toi. Bah, il a la prétention, quand même... Et ça, c'est un gros problème. La prétention d'adapter Hollywood de Babylone, qui semble être quand même, si j'ai bien compris, et j'ai pas lu, mais de ce qu'on m'a dit, quand même, c'est un livre qui va jusqu'au bout, quoi, qui est sans langue de bois. Encore une fois, je trouve que le film... Tu ne peux pas remettre tout ce qu'il y a dans un livre dans un film. Ça a toujours été dit. Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Mais je trouve que le film est un peu trop gentil, quoi. Et surtout, le film sacrifie tout ce qu'il disait depuis le début pour l'amour du cinéma, et ça c'est un peu gênant, quoi. C'est vraiment un film de cinéaste, quoi. C'est pas un film de militant. Il n'y a pas de militantisme dans le film. Et ça me gêne. Et alors qu'il a la prétention de s'inscrire dans le militantisme. Je vais prendre un autre exemple, et là c'est un film qui était sorti il y a plusieurs années, qui est quand même sorti alors que ça aurait été inenvisageable de faire ça. Mandigo de Richard Fleischer, film sur le racisme, qui vraiment... Mais attends. Non, Richard Fleischer, c'était pas un artiste indépendant. Hein. Il a été obligé de quitter le système hollywoodien pour faire ce film. Bah oui. Donc, c'est exactement. Pourquoi est-ce que Chazelle choisit d'aller dans le système hollywoodien pour le dénoncer? C'est complètement débile. Ça fonctionne. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne pas, du coup. Enfin, et en plus, je suis pas d'accord là-dessus parce que je trouve que le film, il essaye de dénoncer en plus. Il le montre les choses. C'est juste que je trouve que Chazelle fait un choix artistique. Et qui me gêne. Bah oui, qui te gêne à toi. Depuis le début, c'est qui te gêne à toi. Mais il faut aussi comprendre que le film peut provoquer cette gêne. Ah oui, complètement. Mais moi, comme... C'est pas le seul. Mais comme moi, Jeff Abelman m'a profondément gêné. Enfin, tu vois, ça je te dis. Mais sur quel aspect? Parce qu'on d'ailleurs, on n'avait pas eu le temps de développer là-dessus. Si, je te l'ai dit, c'est que c'est ce côté mélangé entre illusion et mensonge, où je te disais que pour moi, on ne doit pas avoir le même regard entre des films politiques quand on fait des films de science-fiction. Enfin, voilà. Mais voilà, là... C'est ça. Justement, est-ce que tu trouves pas, et c'est ma dernière question, parce que l'idée c'est quand même d'échanger là-dessus, est-ce que tu trouves pas que le Babylone souffre du même problème? C'est-à-dire que le film est parce que l'histoire est fictive. Tous les personnages sont inventés, il s'en est sûrement inspiré, et il le dit. C'est la même chose dans Fabelmans, quand même. The Fabelmans, non, c'est une biopic. Oui, mais c'est inventé, il s'appelle pas Spielberg, quoi. Il s'appelle pas Spielberg. The Fabelmans aussi, alors ça, je l'ai entendu dans un des entretiens de chez Samir Micociné, qui disait ça, qu'en fait, The Fabelmans, ça voulait dire, je crois, alors
S'il passe par là, j'aimerais bien qu'il me corrige, mais justement, Jeff Abelman, en fait, ça veut dire Steven Spielberg. Oui, d'accord, mais c'est un nom fictif, c'est pas, ils s'appellent pas comme ça, les parents. Donc c'est pareil, il utilise quand même le faux pour parler de la vérité. Et Babylone fait la même chose. Il part d'un postulat faux, mais pourtant amène de la vérité, puisque quand même il y a un rapport réel, puisqu'on évoque des films qui existent, on évoque des acteurs qui ont existé, les personnages sont inspirés d'acteurs qui ont vraiment existé, notamment le personnage féminin principal. Donc il y a quand même un rapport réel, dans tous les cas, dans tous les films d'ailleurs, oui, mais c'est normal. c'est de sa vie personnelle, ça. C'est la vie personnelle de Spielberg. Oui, d'accord. Mais en quoi ça pose plus problème que... Parce que dans tous les cas, moi je trouve qu'il y a le même problème, si jamais on part de ton raisonnement. Dans Babylone, je trouve qu'il y a un problème aussi par rapport au mensonge et le faux. Parce que dans la manière de représenter les choses et dans la manière de les évoquer... Mais parce qu'Hollywood, c'est faux. Parce qu'Hollywood, c'est une fausse image, et justement, il joue sur ça, en fait, Chazelle. Alors que moi, je trouve que ta manière de raconter son film, Spielberg, surtout quand il montre ses films et qu'il s'auto-applaudit, etc., justement, pour moi, je l'ai ressenti comme une vérité absolue. Pour lui, pour moi, c'est ce qu'il disait, que c'était ça, mais c'était sa vision personnelle à lui, mais du coup, sa vérité, et du coup, qu'on ne peut pas le contredire. Alors c'est marrant, parce que moi je trouve que c'est au contraire Babylone qui essaye d'asséner une vérité. Je trouve qu'en contraire, il laisse au débat, justement, avec cette fin ouverte, il laisse justement au débat. Et c'est pour ça qu'on... Bah, déjà, rien que la liste des films choisis, c'est asséner une sorte de vérité cinéphilique qui est là, il fait un choix en plus de montrer. Ça c'est encore autre chose, c'est montrer. Oui, mais tu vois, c'est le problème du film, c'est-à-dire qu'en fait, on sait même pas pourquoi il fait ça, quoi. Enfin, je trouve qu'il fait... Il veut raconter une histoire, comme il a toujours fait à travers ses films, comme il a fait à travers White Plage, où il raconte l'histoire de cet étudiant qui veut réussir en tant que batteur. Il veut raconter l'histoire de Armstrong qui a monté sur la Lune. La La Land qui raconte et qui critique, d'ailleurs ça serait un miroir, moi je dirais Babylone de La La Land, où déjà il critique beaucoup l'Amérique à travers ces deux personnages qui échouent, qui n'arrivent pas à aller au bout de leurs rêves, et en fait Babylone c'est un peu dans ça, en fait c'est des rêves, c'est que des illusions en fait. Oui, alors il critique effectivement la société américaine, mais... Oui, t'as une manière de le critiquer, hein, voilà, et lui, c'est sa manière à lui. Comme il a fait exprès de ne pas mettre le drapeau sur la Lune, parce que tout le monde sait que c'est les Américains qui sont allés sur la Lune. Est-ce qu'on a eu besoin de voir le drapeau sur la Lune? Moi, je ne pense pas, surtout que l'histoire, c'était pas l'histoire du drapeau, c'était l'histoire d'Armstrong. Et ça, les Américains ont détesté ce film, justement, à cause de ça. Et ça, il le dit, justement, dans ses commentaires audio. Oui, effectivement. Et je trouve ça stupide. Ouais, c'est rien que pour l'histoire d'un drapeau. Oui, je suis d'accord. Mais moi, la critique là, pour le coup, que je fais à Babylone, c'est-à-dire que c'est un film de petit malin, j'ai l'impression, qui tente de critiquer l'histoire des États-Unis, mais pourtant qui est totalement américain, quoi. Ah, vraiment. C'est-à-dire que... Alors, il n'est pas totalement américain, il est franco-américain. Enfin, oui, non, mais je parle pas de... Et du coup, moi, c'est pour ça que je trouve complètement anti-manichéen, justement. Là où seulement, ça se terminerait une petite maison dans la prairie. Alors, ça le fait un peu avec le personnage, justement, mais parce que ça, c'est pour des... ça le fait carrément, oui. Non, ça le fait pas carrément. C'est surtout qu'on lui a dit de se barrer des États-Unis parce qu'il serait mieux dans quel pays ça serait chez lui. Donc non, ça, c'est le racisme ordinaire américain de base. Donc ça, c'est aussi pour dénoncer le racisme, mais ça, encore faut-il connaître l'histoire des États-Unis pour le comprendre. Mais non, oui, ça se termine quand même bien, mais je veux dire, pas tant que ça, en fait, pour les autres personnages. Et ça, c'est son côté complètement anti-manichéen et anti-hollywoodien. Bah, je trouve qu'en fait, il tombe dans un manichéisme dès l'instant qu'il oppose, en fait, le début, c'est-à-dire le cinéma muet, c'est-à-dire cette espèce d'instance un peu décadente qui n'a pas peur de la mort, qui a quelque chose de plus bourgeois et de plus moraliste. Il y a quand même un manichéisme, et c'est ça en fait que je reproche au film, c'est-à-dire qu'au début il tente, tu vois, d'essayer de faire quelque chose de plus raisonné, de montrer que c'est pas évident, que en fait les gens qu'on idéalise un peu sont des enfoirés, des ordures qui... Mais en fait il l'oublie, quoi, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il l'efface totalement. Ouais, et c'est ça qui m'a gêné. Il efface l'histoire. Mais c'est ton droit de plus strict, hein, de pas aimer un film
de pas aimer une histoire. Oui, mais là, c'est pas une question de pas aimer ou aimer le film, mais le problème, c'est que, littéralement, le film ne veut pas se frotter à... Je trouve, ne veut pas se frotter au sujet du début. En fait, on a l'impression que presque la fête, au début, c'est une sorte d'amusement, quoi. Et que ça va pas plus loin que ça, et ça me gêne. Ça me gêne profondément. C'est comme les Oscars, c'est tout le monde le dit, après on va faire la fête après les Oscars. Et tu les vois tous en train de faire la fête, de danser, voilà quoi. Oui, donc il y a une forme de cynisme de la part de Chazelle qui peut être Pas de Chazelle, critiquable. mais je pense du métier en général. Qui a été déjà d'ailleurs soulevé par d'autres critiques et qui m'avait interpellé, parce qu'effectivement, c'est assez surprenant d'avoir un film qui tente de dénoncer le système américain, mais pourtant fait le choix de rester dedans, quoi. Enfin, c'est très particulier, quoi, je trouve. Moi, par rapport à mes connaissances historiques des États-Unis, je trouve pas, mais... Oui, mais là, on parle du film, on parle pas de l'histoire des États-Unis, on parle de ce que fait le film et de ce qu'il prétend faire. Et je trouve qu'il n'est pas à la hauteur du pacte qu'il tente de passer au début, quoi. C'est surtout ça qui me pose problème. Si tu veux, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis... Je suis pas d'accord, mais je veux dire, on le sentait, hein, qu'on pouvait en parler pendant 3 heures, hein. C'est du film. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on l'a coupé en 2 les podcasts, parce qu'on s'est dit que... Ouais, effectivement, mais parce que le film, je pense qu'il, malgré le fait que je ne l'aime pas, il soulève des choses intéressantes. Bah, c'est ça, mais complètement. Et dans les deux, voilà, c'est... Et ça, je dis, c'est encore une question de subjectivité. Moi, j'ai pas aimé Jeff Abelman, mais parce qu'il m'a fait comprendre que c'est en fait Steven Spielberg, le cinéma de Steven Spielberg que je n'aime pas. Et que moi, c'est celui de Chazelle que je préfère. Mais ça, c'est une question de goût et de subjectivité, tout simplement. Il n'y a aucune objectivité, par contre. Non, quand tu aimes un artiste et que tu regardes un film, il n'y a aucune objectivité. Mais par contre, voilà. Mais par contre, moi, de la subjectivité, voilà, c'est mon ressenti, en tout cas, mon personnel. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bon, peut-être qu'on va terminer. Non, moi je pense qu'on a fait le tour quand même. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais, parce qu'à la fin, on va un peu tourner en rond. Donc, voilà, donc du coup, vous les auditeurs, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à dire si je comprends mieux Artaud, si vous comprenez mieux mon point de vue. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et merci beaucoup encore pour ta patience et ton écoute, Artaud. Toujours un plaisir de parler cinéma avec toi. Mais je t'en prie, pareil, hein,